avoir rafraîchi plus de 50 000 Grenoblois cet été, l'eau de la piscine Jambron va être recyclée pour les espaces verts et publics. Une expérience inédite. Avocate, ancienne élue de la mairie de Lyon, ancienne présidente du Citral et j'en passe, elle est désormais directrice de Grenoble, école de management. Fouzia Bouzerda sera notre invitée. Et de la culture avec l'exposition Jean Vinet, le temps recomposé, direction le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 29 septembre. Bienvenue à tous. Et ce jeudi, journée de grève. Ils étaient environ 5000 d'après la CGT à défiler dans les rues de Grenoble pour la manifestation interprofessionnelle initiée par la CGT, Solidaire et la FSU. Les organisations syndicales se mobilisaient contre la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage, entre autres. Ils réclamaient aussi une hausse des salaires, des pensions et des minima sociaux. Le cortège est parti à 11h de la gare pour finir sa marche place de Verdun. Cette journée de grève était une première étape en attendant d'autres mobilisations sous le mot d'ordre « Augmenter les salaires à l'âge de la retraite ». Pendant ce temps, à la piscine Jambron, on expérimente une solution de récupération et de réemploi de l'eau. Les premiers tests avaient démarré la semaine dernière et se poursuivent cette semaine. Une expérience inédite à laquelle a assisté Charlotte Faulkner. Après avoir rafraîchi près de 51 000 Grenoblois tout l'été, l'eau de la piscine Jambron va de nouveau servir, cette fois-ci pour les espaces verts et publics. Une solution inédite expérimentée par la ville de Grenoble depuis la fin de l'été. Si l'eau a cette couleur verdâtre, c'est que les services ont attendu que tout le chlore s'évapore avant de pouvoir lui donner une seconde vie. Alors là aujourd'hui c'est les balayeuses qui prennent l'eau de la piscine pour aller nettoyer les rues, nettoyer les marchés en particulier. C'est aussi les espaces verts. Cette eau elle pourrait servir à arroser les arbres. Alors en ce moment ça y est, il pleut donc il n'y a plus besoin d'arroser les arbres, mais typiquement l'eau qu'on a récupérée ira dans l'une des mares de la ville de Grenoble. En moyenne, ce sont près de 50 mètres cubes qui sont utilisés quotidiennement par les services de la ville pour l'arrosage des espaces verts ou encore le nettoyage des rues et des espaces publics. Des besoins en eau qui varient en fonction des périodes de l'année. Les besoins ils sont essentiellement sur le service nature en ville pour les citernes, pour l'arrosage des massifs et des jeunes arbres, et le service de la propreté urbaine pour le remplissage en fait des balayeuses. Les petites balayeuses font 2 mètres cubes, les grosses balayeuses font 8 mètres cubes. Et donc en fonction de leurs besoins, des marchés et des jours de la semaine, ils ont différents besoins, donc ils viennent autant qu'ils veulent en fait. Réutiliser l'eau des piscines, une expérimentation qui soulève d'autres questions. Une fois par an, les piscines doivent obligatoirement être vidangées, une réglementation que la municipalité souhaiterait revoir. Justement, la question de réinterroger la vidange des bassins, de se poser la question de ne pas vider chaque année nos bassins parce que on est capable et on sait entretenir et on sait vérifier la qualité de l'eau. Pour cette phase d'expérimentation, ce sont près de 300 mètres cubes sur les 2500 de la piscine Jambron qui seront utilisés par les services de la ville. Mais l'accès aux locaux et la typologie des bassins ne permet pas à toutes les piscines de bénéficier de cette expérimentation. Il avait giflé le président Emmanuel Macron en juin 2021 dans la commune de Tain-l'Hermitage, dans la Drôme. Pour ce geste, Damien Tarel avait été condamné au tribunal de Valence à 18 mois de prison, dont 14 assortis d'un sursis probatoire, ainsi que des peines complémentaires, dont l'interdiction définitive de toute fonction ou emploi public. Il était ce mercredi devant la cour d'appel de Grenoble. Après avoir interjeté appel de ces peines complémentaires, la cour rendra son arrêt le 2 novembre. Sans transition, nous sommes avec notre invitée Fouzia Bouzerda. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice, la nouvelle directrice de Grenoble École de Management. Mais avant cela, vous êtes avocate. Vous étiez avocate à Lyon. Vous êtes toujours avocate ? Oui, je suis toujours avocate à Lyon. Et vous avez aussi travaillé à la mairie de Lyon. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée en fait à la tête de cette grande école ? Alors, c'est à la fois
j'allais dire, une rencontre de visions qui se sont rapprochées. Et puis, c'était à la suite d'un engagement très fort de ma part sur la fondation d'une chaire sur la transition des territoires, l'échange avec tout l'écosystème régional économique, qui a fait que j'ai pu être identifiée et que des compétences à l'accompagnement de la transition ont été identifiées et qu'on a pu initier des discussions et qu'il m'a été proposé de m'investir sur une école qui n'est pas une école simplement de commerce ou de management, qui est la première école de commerce française à s'être dotée du statut de société à mission, donc avec des valeurs très fortes d'éducation pour tous, d'égalité, de transition, et donc qui correspondait à des valeurs que je porte, et puis à des projets sur lesquels je travaille beaucoup en matière de transition. Donc avec la volonté de s'investir sur un monde qui change, pas figé ni dans des territoires, ni dans des fonctions. C'est ce qu'on essaye aussi de transmettre à nos étudiants, d'être en capacité de relever des défis, de se réinventer et d'être les leaders dont nos entreprises et dont notre société a besoin. Alors justement, vous avez été enseignante à l'Institut du droit et de l'environnement. Oui. Ce mercredi, vous avez accueilli une grande figure militante écologiste, Rob Hopkins, au sein de l'école, avec l'urgence climatique. Quels axes ou nouveaux axes de formation sont envisagés pour ces jeunes de l'école Grenoble École de Management? Eh bien, déjà, faire en sorte que ces grandes causes, ces engagements qui sont dans l'ADN de l'école, qui sont ancrés en fait dans la société à mission, se retrouvent à la fois dans les enseignements, dans les cours, dans la sensibilité, dans les parcours, dans le cadre d'une chaire qui, vous l'avez dit, qui a été à l'invitation de Rob Hopkins. Et dans la manière de travailler là-dessus, GEM, je le rappelle, est aussi partenaire de la Convention économique pour le climat. Donc elle fait partie des membres fondateurs de ce qui s'est fait et qui va se dupliquer. Donc à la fois les enseignants, les collaborateurs, les étudiants sont partie prenante de toute façon d'un sujet sur lequel on ne peut pas s'abstraire et qui est fondamental parce qu'il va falloir accompagner cette transition avec des outils d'innovation, avec de la transmission de savoir et toute une nouvelle génération très exigeante mais très volontaire sur ces sujets. Un autre enjeu qui vous tient à cœur, je pense, car vous avez été bénévole pour l'accès aux droits et vous avez accompagné les femmes dans leur parcours professionnel et les jeunes diplômés issus des quartiers dits sensibles pour l'accès à de hautes fonctions. Ces enjeux sociaux-là, est-ce qu'ils vont aussi être pris peut-être plus en compte qu'ils ne l'étaient déjà à GEM ? Et alors, il faut traduire justement ces grands engagements et ces valeurs, parce que l'éducation pour tous est au cœur des engagements. On nous reproche souvent d'être des établissements élitistes. C'est pertinent parce qu'il y a de l'excellence pédagogique, mais il faut que cette excellence-là, eh bien, elle puisse être accessible. Donc oui, ce sont des axes de travail très forts sur lesquels nous travaillons et nous nous mobilisons, mais avec beaucoup d'enthousiasme du corps enseignant et de l'ensemble des équipes. Parce que ça participe de la richesse d'avoir une forte diversité, de la parité, de l'égalité. Tout ça, c'est vraiment un ADN très fort. Je pense que de toute façon, sans ça, on n'arrive pas à passer le cap des transitions. Concernant le bien-être en entreprise, les derniers chiffres sur la détresse au travail montrent une nette augmentation. Comment les étudiants de GEM sont formés à ces enjeux-là ? Quand on parle de management, c'est aussi la capacité à organiser correctement en fait l'épanouissement au sein du travail, l'efficacité aussi au sein de l'entreprise et la créativité. Et donc forcément, alors même si les modes et les méthodes changent, il y a quand même des invariants. Et donc ils sont accompagnés avec des enseignants, ils sont accompagnés aussi sur de l'innovation pédagogique. La manière de travailler a changé, les attentes ont aussi énormément changé. On a vécu une pandémie mondiale qui nous a aussi conduit à changer des modèles et des process. On n'est pas encore arrivé au bout de la transition. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de donner les clés à l'ensemble de nos étudiants pour être agiles dans un monde qui peut parfois être très anxiogène. Et toute crise est aussi une capacité, est aussi une opportunité de transformation. Et cette capacité-là, eh bien, elle doit pouvoir être transmise. Donc tout ça est au cœur de l'enseignement, est au cœur de l'expérimentation dans la méthode pédagogique, dans l'enseignement, j'allais dire, du management, du marketing, de toutes ces sciences-là, mais également dans l'accompagnement à la recherche, à la réflexion avec les chaires, avec les doctorants. Donc, on a vraiment un cycle de parcours très riche avec de nombreux diplômes, des enseignants reconnus nationalement et internationalement. Et c'est comme ça qu'on peut
au mieux accompagner les étudiants et leur donner ces clés pour s'épanouir et puis accompagner vraiment la transformation d'un modèle. Et on le voit bien, qui est un modèle qui est en évolution et ça va très vite. Et le bien-être, ça passe évidemment par le respect des uns et des autres. GEM avait fait l'actualité en 2021 pour une affaire de GHB, la drogue du violeur qui circulait dans les soirées étudiantes. Une enquête a été ouverte. Vous n'étiez pas encore directrice puisque vous venez tout juste de l'être. Il y a 1 an, cette enquête avait été ouverte. Est-ce qu'on sait où ça en est, cette affaire ? Il y a une instruction qui est en cours. Alors nous, on n'a pas, l'actualisation d'une procédure qui est en cours. Par contre, ça a permis de mettre en place un grand nombre d'outils au sein de GEM, notamment une cellule contre les violences sexuelles sexistes qui fonctionne et qui est mobilisée dès qu'on a un signalement et qui permet de renvoyer sur l'accompagnement des victimes et de les inviter dans les comportements où il y a une infraction à les accompagner. Donc on est particulièrement attentif et vigilant sur ces questions. Bien, merci beaucoup Fouzia Bouzerda d'avoir été avec nous et on vous souhaite le meilleur pour votre nouvelle aventure ici à Grenoble. Merci de m'avoir accueillie aujourd'hui. Et direction à présent le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye avec Jean Vinet, le temps recomposé. Une exposition réalisée à partir de la donation faite par la femme de l'artiste isérois à sa mort. Un plongeon dans les sensibilités picturales en vogue dans la France des années 50 avec Charlotte Faulkner. Autrefois appelé musée Jean Vinet, le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye continue de mettre en lumière l'artiste isérois. Le temps recomposé ne présente pas seulement des œuvres de Jean Vinet, mais aussi celles de ses amis artistes qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. En 1980, quand le département acquiert les lieux, il décide en premier lieu de dédier cet espace à justement la valorisation de cet artiste, Jean Vinet, qui était un enfant du pays puisqu'il était très lié à son village de l'Albinque. Mais il a également représenté Saint-Antoine, il a été présent ici. Et donc, à la suite d'une donation de sa veuve Renée Vinet, le département a conservé et valorisé un fonds très important, une collection de plus de 700 œuvres, sans compter les archives personnelles de cet artiste Jean Vinet. Cette exposition est donc l'opportunité de découvrir les œuvres de ses amis artistes du XXe siècle qui composent sa collection personnelle, une collection qu'il a pu étoffer au fil des rencontres, des expositions ou encore des salons. Toutes les œuvres qui sont présentées dans l'exposition sont des œuvres qui ont accompagné Jean Vinet dans sa vie. C'est sa collection particulière. C'est étonnant une collection d'artistes parce que c'est vraiment des œuvres dont un artiste va s'entourer toute sa vie. Témoignage d'une affinité ou d'une admiration particulière, elle reflète en tout cas son goût particulier. Le temps recomposé présente des œuvres aux courants artistiques différents. Certaines frôlent presque l'abstraction, comme cette œuvre de Paul Guiraman, dédicacée à Jean Vinet et sa femme. Paul Guiraman ici, ce qui est très beau, c'est qu'il joue avec des couleurs et des contrastes très forts, mais pour faire naître une poésie qu'il va d'ailleurs traduire littéralement dans l'image avec l'incursion d'un poème de Juliette d'Arles. En s'approchant un peu, vous verrez également une dédicace qu'il fait à son ami Jean Vinet ainsi qu'à Renée Vinet, donc signe de cette amitié qu'il a suivie tout au long de sa vie. Avec cette exposition, le musée présente des œuvres originales, des lithographies ou encore des affiches confrontées aux créations de Jean Vinet. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les œuvres de l'artiste isérois sous un nouveau jour. L'exposition Jean Vinet, le temps recomposé est disponible jusqu'au 11 décembre 2022 au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. Et si vous êtes plus d'humeur musicale, l'Hexagone à Mélan accueillera 2 concerts ce vendredi avec tout d'abord Fun et Malo Lacroix qui présenteront leur dernier album où se mêlent des compositions aériennes et des rythmiques oscillants entre acoustique et électronique. Ils proposeront également des performances visuelles de corps et de matière. La soirée se poursuivra avec le jazz électrique et progressif du groupe Daïda. Pour tout cela, rendez-vous vendredi à 20h à l'Hexagone. Sinon, pour les cinéphiles au Théâtre en Rond de Sassenage, ces soirées rétro uniques et inédites avant la diffusion sur grand écran du film culte Les Tontons Flingueurs. Ce classique du 7e art sera projeté en 35 mm argentique, juste après une première partie avec la présentation de la soirée et des bandes annonces et publicités vintage. De quoi faire un véritable bond dans le passé. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 18h, 19h et 21h pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite une excellente soirée.